Bien, un grand bonjour tout le monde, avec vous Tofik Belayeshi. Notre deuxième cours concernant le commentaire composé. Aujourd'hui, nous allons voir comment analyser le texte qu'on vous propose. Bien sûr, moi je vais choisir un texte. Aujourd'hui, ce sera un poème de Charles Baudelaire. Ce poème, c'est Élévation, les fleurs du mal. Donc, je présente un peu le poème. C'est le troisième dans le recueil. Si on accepte bien sûr l'introduction qui est un poème appelé au lecteur. Donc avant Élévation, il y a le poème L'Albatros et après lui, il y a le poème Correspondance. Donc on a dit aujourd'hui, on va voir comment analyser le texte. Voilà le poème devant vous. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire une pause et le lire à votre aise. Bon, je vais me contenter aujourd'hui d'analyser les deux premières strophes, les deux premiers quatrains. Comme vous voyez, il y en a 5. Donc, pourquoi? Donc, c'est purement une façon d'organiser le temps, d'accord? Donc, je vais analyser les deux premiers. Je vais essayer d'analyser les trois derniers dans dans une autre leçon, d'accord? Je vais appeler 2B, même si je n'ai pas appelé celle-ci 2A. Bon, alors, c'est pour que ça soit plus clair. Avec un extrait très court, on peut se concentrer plus et bien maîtriser la méthode que je vais vous proposer. Donc, la première des choses que vous allez essayer de sortir du poème, ce sont les réseaux lexicaux. Les réseaux lexicaux, j'entends par cela les champs lexicaux, les champs sémantiques, les homonymes, les synonymes, les paronymes, d'accord, la polysémie, donc tout ça. Donc ensuite, la morphosyntaxe de la phrase et ensuite les figures de style. Et généralement, le mieux c'est de commencer par ces trois. Pourquoi? Parce que ces trois vous montrent la direction que prend le texte. Ils vous permettent de bien saisir le sens du texte, de quoi il parle. Le thème du texte est très clair lorsqu'on a relevé les champs lexicaux, lorsqu'on a surtout le champ lexical, lorsqu'on a relevé les champs lexicaux, lorsqu'on a relevé la morphosyntaxe d'accord, du texte, les phrases essentielles surtout, d'accord, et les figures de style. Donc, l'énonciation bien sûr, c'est savoir qui parle à qui, dans quel contexte, quel système de... c'est le récit ou bien c'est le discours, bien donc les tonalités, d'accord, registre de texte, les types et les genres de texte, les spécificités, d'accord, donc du genre. Alors, vous remarquez, généralement, ces choses-là, jusqu'ici, c'est une analyse commune à tous les textes. Mais ce dernier point, donc, par exemple, nous avons un poème, les spécificités du texte, c'est tout ce qui se rapporte à la versification. D'accord? Donc, si on a un texte théâtral, c'est autre chose. Si on a un texte prosaïque, ça dépend du genre de ce texte. C'est une nouvelle, c'est un extrait de roman, d'accord. Donc, je crois que je vais passer. Maintenant, regardez. Alors, ça c'est une erreur, s'il vous plaît, c'est resté. D'accord? Alors, oubliez ça jusqu'à ce que j'y revienne. Donc, notons ici. J'ai fait ces couleurs pour qu'on voit très bien. Donc, vous voyez, c'est une seule phrase. D'accord? Elle commence par la majuscule ici et finit par un point ici. D'accord? Si c'était une phrase de prose, on l'aurait écrite comme ça et on n'aurait pas toutes ces majuscules. Toutes les majuscules qu'on a ici, à part la première, toutes ces majuscules, c'est seulement pour respecter la forme poétique. Bien. Alors, maintenant, normalement, ici, on a ce est, d'accord, c'est une virgule, donc ce est doit être minuscule. Et ici, par exemple, c'est une deuxième, c'est sûr que c'est une autre proposition.
D'accord? Donc, tu sillonnes. Comme un bon nageur, tu sillonnes. Donc, alors, la deuxième proposition commence ici avec ce et. Et comme un bon nageur qui se pend dans l'onde, tu sillonnes. Donc, on a le deuxième verbe. D'accord? Donc, alors, c'est tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible. Alors, je m'excuse, je suis un malvoyant, donc excusez ma lenteur dans l'écriture. Mal voluté. Donc, alors vous remarquez ici qu'il y a normalement deux propositions avec deux verbes, d'accord? Et on a une seule phrase. Ces deux propositions ne sont reliées que par un et, d'accord? Et ce et, d'accord, il permet de faire ce qu'on appelle une coordination. Ce sont des phrases coordonnées. Maintenant, le verbe, la première phrase, normalement la première proposition se finit avec agilité. D'accord? Donc, alors, remarquons une chose. Le verbe de cette phrase n'est placé qu'au début de la deuxième strophe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a avant ce verbe? Avant ce verbe, on a les compléments circonstanciels de lieu. Au-dessus, par-delà, ce sont tous des compléments circonstanciels de lieu. Et après, on a le complément circonstanciel de manière, comment se passe la chose. Et après, on a une phrase qui, elle aussi, montre la manière dont se passe encore le verbe. D'accord? Donc, maintenant, nous avons ici ce verbe central, c'est un verbe de mouvement. Tu te meus. Donc, mouvement est ici le complément circonstanciel. C'est où se passe le mouvement. Lorsqu'on vient maintenant voir où se passe le mouvement, on trouve que ce mouvement se passe dans les hauteurs. D'accord? Fait au-dessus, par-delà, et qu'est-ce qu'on a? On arrive au soleil, on arrive aux éthers, on arrive. D'accord? Donc, alors, c'est un mouvement ascendant, c'est un mouvement montant. D'accord? Alors, relions ça avec le titre du poème, élévation. Élévation, ça peut être une élévation matérielle, tu t'élèves d'accord, dans l'espace, ça peut être une élévation morale, tu deviens meilleur ou bien. D'accord. Mais ici, bien sûr, on sent que le sens principal, c'est le sens de l'élévation matérielle. Bien, alors, on s'élève dans l'espace. On s'élève vers le ciel. Bon, maintenant, lorsqu'on s'est élevé, la manière avec laquelle on se meut, d'accord, donc, et la manière avec laquelle on sillonne les profondeurs, ou bien, oui, donc l'immensité profonde. Bon. Alors, on a ici une première strophe qui nous montre surtout le lieu, une deuxième strophe qui nous montre encore la manière. Bien là, on a encore, on va expliquer encore les champs lexicaux et revenir à cette morpho-syntaxe. Bon, pour les champs lexicaux, d'accord? Donc, nous allons relever d'abord le champ lexical des reliefs de la Terre. D'accord? Et on va remarquer une petite chose, on va remarquer que ce champ lexical concerne surtout les deux premiers vers de la première strophe. D'accord? Donc alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les étangs. On a les vallées. On a les montagnes. On a les bois. On a les nuages. On a les mers. D'accord? Après, on passe au deuxième champ lexical. D'accord?
Alors, le champ lexical qu'on va trouver dans cette deuxième strophe, c'est le champ lexical de l'espace. L'espace externe à la Terre, pas l'espace dans le sens d'analyse littéraire, c'est-à-dire le lieu. C'est le vrai espace. C'est là où il y a l'air. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Alors, je m'excuse. Je dois choisir ce rectangle-là. Vous ne le voyez pas, c'est un outil avec lequel je travaille qui s'appelle Point to Fix. Point to Fix rattaché, c'est très facile et ça transforme n'importe quel écran en une sorte de tableau interactif. Donc, maintenant, quand je vais avoir ici le soleil, je vais avoir les éthers. L'éther, ça signifie l'air supérieur le plus pur. D'accord? Ensuite, les sphères étoilées. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a, d'accord? On part de, excusez-moi, on parle de la Terre, d'accord? Donc, on part de l'espace terrestre, d'accord? Pour arriver à l'espace extraterrestre. J'ai pas fait de tirer, d'accord? Donc ça ne fait rien. Donc alors là, c'est l'espace terrestre, c'est l'élévation dans l'espace terrestre. Et ici, c'est l'élévation dans l'espace extraterrestre. Pourquoi est-ce qu'on parle d'élévation ici? Bon, regardez les étangs. Les étangs, c'est très petit. Lorsque tu t'élèves un peu, tu vas voir les étangs. Si tu t'élèves plus, tu vas voir les vallées. Si tu t'élèves encore plus, tu vas voir les montagnes. Ensuite, les bois qui sont généralement sur les montagnes. Ensuite, tu vas voir les nuages. Ensuite, tu vas voir toute la planète. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la planète bleue? On l'appelle la planète bleue parce que lorsqu'on s'élève dans le ciel, on ne voit plus que les mers. D'accord? Et on a l'impression qu'on est en train vraiment de regarder une planète bleue. Donc, lorsqu'on s'élève assez haut, on ne voit que les mers. Les petits reliefs qu'on a là, les étangs, les vallées et le reste vont disparaître. Et ce sont les mers qu'on va voir. Après ça, on passe à une autre élévation, c'est le soleil. Après le soleil, c'est les éthers, l'air supérieur le plus pur. Alors, dans le passé, on croyait que le soleil était dans l'espace terrestre, donc que les éthers étaient plus hauts que le soleil. D'accord? Aujourd'hui, on se rend compte que le soleil est bien plus éloigné de l'hémisphère terrestre. Ensuite, les sphères étoilées. Aujourd'hui, les sphères étoilées, elles ont un nom. On les appelle aujourd'hui des galaxies. D'accord? Et vous savez que les galaxies, la moindre galaxie comporte au minimum 10 milliards de soleils. Notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, elle a 100 milliards de soleils. Les soleils, ce sont des étoiles. Les étoiles que vous voyez dans le ciel, ce sont des soleils, mais à cause de la distance qui est très grande, on voit ces soleils sous forme de petits points noirs, alors que certains de ces soleils ont une circonférence de 300 fois la circonférence du soleil qu'on voit. Bon, alors, l'idée ici de l'élévation est très claire. D'accord? On part du sol, un peu plus éloigné que le sol, on ne voit que les étangs pour arriver enfin à voir les sphères étoilées. Donc, alors, ça, c'est possible, d'accord, pour un oiseau normal. Donc, la première élévation, au-dessus, c'est, d'accord, c'est possible pour un oiseau normal. Mais cette élévation-là, le soleil, les éthers
les sphères étoilées, c'est quelque chose qui dépasse un volatile normal, d'accord? Et la deuxième strophe nous montre que celui qui arrive là, c'est pas un vrai oiseau, mais c'est l'esprit. D'accord? Donc, en notant bien que le poète, lorsqu'il parle, il parle de l'esprit, et l'esprit, ce n'est pas le cerveau. D'accord? Donc, l'esprit, c'est plus grand. L'esprit, il comporte le psychisme, il comporte l'âme aussi de la personne, selon la conception, bien sûr, occidentale, puisqu'on est en train d'analyser un texte occidental. Donc, pour les occidentaux, l'âme se trouve aussi dans l'esprit. Donc, maintenant, bien sûr, comme on a dit, après ça, on va avoir ici, d'accord, on va avoir deux autres champs lexicaux. On va avoir le champ lexical de la mer et des océans. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, excusez que je choisisse un trait plus mince. Donc, nous avons nageur, nous avons onde, nous avons ce mot tu sillonnes, on le dit pour la terre, mais aussi pour la mer. D'accord? Donc, et vous pouvez aussi avoir ici les mers. D'accord? Si on choisit que c'est le lexique de l'eau, vous pouvez aussi choisir étang. Mais regardez, ce sont ceux-là qui ont une incidence, une grande incidence sur le sens. Donc, maintenant, on est passé de la métaphore, de l'allégorie même de l'oiseau. L'esprit est pris pour un oiseau qui vole, donc c'est une allégorie figée si vous voulez. On compare toujours le cerveau à ça. La pensée, on la compare à des ailes. La pensée étant abstraite et les ailes étant concrètes, c'est une allégorie. L'allégorie n'est pas citée ici directement, mais on la comprend. Donc on part de l'allégorie qui compare la pensée à des ailes et le cerveau à un oiseau qui s'élève dans le ciel. On arrive à l'allégorie du poisson qui est heureux dans l'eau. Le poisson, le confort, le bonheur du poisson dans l'eau, d'accord? Comme un bon nageur qui se pâme. Se pâme, c'est se délecte de quelque chose d'esthétique et de beau. On peut aussi prendre le sens de il s'évanouit, il disparaît dans l'onde, et là on aura le sens d'une symbiose parfaite entre lui et encore le milieu dans lequel il est, la symbiose qu'on va avoir dans le cinquième quatrain. Donc dans les deux sens, que ce soit le sens de une euphorie, d'accord, une sorte de délectation, d'accord, ou bien le sens de la disparition, dans l'onde. Et on va passer maintenant au champ lexical du mouvement. Tu te meus, tu sillonnes, l'onde. L'onde, c'est un mot qui est commun, d'accord. On peut l'avoir dans l'eau, mais aussi dans le mouvement, parce que l'onde, c'est l'eau qui monte et qui descend. C'est l'eau qui est en mouvement, pas l'eau qui est encore fixe. Bon. Maintenant, je crois qu'on a ici une petite idée du sens. Dès qu'on a bien analysé les champs lexicaux, on a une idée du sens. D'accord? On a l'esprit s'élève d'abord dans l'espace terrestre, ensuite dans l'espace extraterrestre, et lorsqu'il est arrivé là, dans l'immensité profonde, au-dessus des sphères étoilées et des soleils, lorsqu'il est arrivé très haut, on décrit comment il se meut, comment il bouge, c'est l'agilité. Et je m'excuse, il y a un autre champ lexical que je n'ai pas cité, donc je vais fermer et ouvrir ça pour avoir de nouveau un écran propre. Donc regardez ici, on a aussi un autre lexique, c'est ce pâme, se délecte, il est heureux. On a gaiement, et on a la volupté qui est une très très grande joie, une félicité. Donc c'est le lexique des sentiments. D'accord? Donc là, on peut arriver aussi à ça si on fait l'analyse des tonalités. D'accord? On va voir ici que la tonalité change, ça devient une tonalité lyrique qui décrit les sentiments, l'état.
psychique. Bon, maintenant, le bonheur ici, d'accord, ici c'est l'élévation et ici la façon de s'élever, comment il bouge et les sentiments qui accompagnent cette élévation. Donc maintenant, passons, ou plutôt revenons, oui, c'était le reste, l'océan, le bonheur, le mouvement, ce sont les autres champs lexicaux. Donc, vous voyez pourquoi je préfère commencer par le champ lexical, parce que le champ lexical, la plupart du temps, lorsqu'on relève bien les champs lexicaux, ils nous permettent de saisir le sens. Donc, alors, je réitère. Nous avons ici l'esprit comparé à un oiseau d'abord qui s'élève dans le ciel et on décrit sa façon de bouger comme un poisson dans l'eau avec le bonheur de ce poisson dans l'eau. D'accord? Donc maintenant nous sommes revenus à cette phrase-là qu'on a, d'accord? Nous sommes dans la morphosyntaxe maintenant, d'accord? Dans l'analyse morphosyntaxique. Donc j'ai d'abord ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous avons le noyau de la phrase, c'est le verbe. D'accord? Donc, alors, ces deux phrases coordonnées, d'accord? Il est vrai que cette phrase est indépendante, puisqu'elle est coordonnée avec un et, une conjonction de coordination, mais, malgré cela, d'accord? Malgré cela, dans le sens, elle n'est pas indépendante. Dans le sens, elle est aussi une continuité de cette première phrase. Elle montre la manière dont se passe le mouvement. Ce mouvement, c'est quoi? On explique ce mouvement, tu sillonnes. C'est l'explication de ce mouvement. Et le reste, ce sont des sentiments et des façons de se mouvoir. Bon. Maintenant, le noyau est juste au milieu, entouré du lieu et du comment. D'accord? Donc, maintenant, je vais aussi expliquer autre chose. Regardez, l'élévation ici, au-dessus des étangs. Oui, excusez-moi. Parfois on passe par un peu de vide, c'est ce qui vient de m'arriver. Donc mon esprit tu te meus, c'est le corps du texte entouré par ça. Donc on peut assimiler ça à un oiseau. C'est le corps de l'oiseau, c'est la première aile, ici les compléments circonstanciels de temps, et c'est la deuxième aile, ici ce sont la manière. Donc nous voyons ça, je vais vous montrer ça avec un petit schéma, mais revenons ici. Ici on a dit que on s'élève de plus en plus, on voit de plus en plus de relief. On va voir ça avec les figures de style avec plus de détails. Mais remarquez une petite chose. Remarquez qu'on a ici au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes. Ça signifie au-dessus des montagnes, au-dessus des bois, au-dessus des nuages, au-dessus des mers. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Du premier vers au deuxième vers, on remarque une accélération. D'accord? Donc, une accélération, puisqu'on a effacé, ici on a fait l'élision, d'accord? Faire élision de quelque chose, ou bien élider quelque chose, c'est effacer. On a fait élision de cette locution là, au-dessus. Donc, puisqu'on a fait cette élision, ça devient plus rapide. Donc, dans la lecture, tu vas dire au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Donc, même dans la lecture, c'est mieux lorsque tu accélères la lecture dans le deuxième vers. Mais si on revient à l'allégorie de l'oiseau, lorsqu'il commence à s'élever, d'abord, il bat des ailes et ces battements sont un peu lent. Donc, pourquoi? Parce que la gravité, la tâche à la terre est encore très forte. Lorsqu'il commence à s'élever, ces battements d'ailes deviennent plus rapides. Donc, à mesure qu'il s'élève dans les airs, il prend plus de vitesse et
l'attraction de la Terre, la pesanteur devient plus faible et lui, il a plus d'aisance dans l'élévation. Donc, lorsqu'il a dépassé l'espace terrestre, donc là, il n'a plus besoin de battre des ailes. Là, il fait ce qu'on appelle un vol plané. Alors, remarquez comme le rythme se ralentit ici. D'accord? Donc, par-delà, par-delà, par-delà. On répète dans toutes les parties ici. Et remarquez, ici, on a 4 pauses, 4 virgules, donc 4 coupures, ou bien au minimum 3 coupures avec 4 parties. Donc, ici, on a le seul vers dans cette première strophe qui n'a aucune pause. Oui, donc il aura une coupure dans la 6e syllabe, d'accord, mais il n'y a aucune pause. Donc là, ça simule les battements d'ailes et là, ça simule le vol plané. Bien. Alors, maintenant, oui, je vais avoir quelque chose qui vous montrera ça. Donc, vous voyez ici, c'est le corps de la phrase, mon esprit tu te meut, la première aile qui est le lieu et la deuxième aile qui est la manière. D'accord? Et je rappelle aussi, oui, je rappelle, donc je choisis une couleur rouge. Je rappelle au-dessus qui se répète ici et par-delà qui se répète là. Donc au-dessus et par-delà sont deux expressions prépositionnelles de temps, mais remarquez que au-dessus c'est une hauteur et par-delà c'est un dépassement. Donc au-dessus, je surplombe la chose, mais par-delà, je l'ai vraiment traversé, je l'ai vraiment dépassé. Donc c'est un dépassement de l'espace terrestre pour une arrivée dans l'espace céleste. D'accord? Alors, je vais parler ici, d'accord, oui, je vais parler ici d'un monde inférieur et ici d'un monde supérieur. Et ce monde inférieur et ce monde supérieur sont très présents dans la poésie de Baudelaire. On peut l'appeler ce qu'on veut, mais pour moi, c'est un monde inférieur, un monde relatif à la Terre, c'est le monde de la réalité terrestre, le monde dans lequel Baudelaire est en spleen. D'accord? Et le monde supérieur, c'est le monde dans lequel Baudelaire est dans l'idéal. Alors, vous pouvez aussi appeler ça le spleen et ça l'idéal si ça vous chante. Bon, le poème qui était avant l'Albatros, il décrivait surtout la condition de l'auteur dans le monde inférieur, dans le spleen. C'est l'Albatros qui est captif des matelots. D'accord? Mais dans notre poème ici, qui vient juste après l'Albatros, c'est le contraire. C'est le monde supérieur. C'est le monde de l'idéal. Donc, alors là, vous pouvez avoir une idée pour votre accroche concernant l'introduction lorsqu'on va arriver à l'introduction. Bien. Nous passons maintenant aux figures de style. D'accord? Donc, j'explique d'abord et ensuite on va revenir. Alors, pour les figures de style, on remarque d'abord qu'on a deux parallélismes. Dans le premier vers et deux parallélismes dans le troisième vers.
D'accord? On remarque que dans les deux parallélismes, on a des anaphores. Bien. Maintenant, les parallélismes, c'est une répétition de structure. C'est la même structure qui est répétée. Donc, on a l'idée d'ordre, on a l'idée de cadence, on a l'idée de rythme. Et l'anaphore, c'est la répétition des débuts ou bien de la fin, mais ici ce sont les débuts des phrases ou bien des propositions ou bien des paragraphes. D'accord? Alors, bien sûr, ici, vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez, par-delà, c'est une anaphore qui se répète 3 fois. Donc, remarquons ici que le parallélisme est la répétition des anaphores. Surtout les parallélismes, ils peuvent aussi stimuler, ils peuvent rappeler les ailes d'un oiseau. D'accord? Donc, c'est la même chose. Un oiseau est constitué des mêmes éléments. D'accord? Les deux parallélismes sont constitués des mêmes éléments. Alors, le premier, comme on a dit, c'est surplomber, c'est s'élever au-dessus, mais le deuxième, c'est vraiment traverser et passer par-delà les choses. Donc, on s'est élevé très haut. D'accord? Alors, après le parallélisme, je ferme s'il vous plaît, je réouvre. Après les parallélismes, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a des énumérations. D'accord? On a étang, vallée, montagne, bois, nuages, mer. Donc, de prime abord, on ne voit pas d'ordre. Donc, c'est une énumération. Mais si on y fait très attention, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a un ordre. C'est l'ordre de ce qui est visible à mesure qu'on s'élève. Ensuite la vallée, ensuite les montagnes, ensuite les bois qui sont au-dessus des montagnes, ensuite les nuages qui sont encore au-dessus, et ensuite les mers qui sont de très grandes étendues qu'on ne peut voir que lorsqu'on s'est vraiment élevé très 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 haut. D'accord? Alors, je vais encore à mes risques et périls, je vais appeler ça une gradation. Une gradation croissante. Bien. Maintenant, et vous remarquez aussi que si on parle de gradation, j'ai dit que dans la conception classique, la conception du passé, dans le temps, le Soleil se trouve dans l'espace terrestre. Et au-dessus de lui, il y a l'éther, qui est l'air supérieur le plus pur. Et ensuite, il y a les sphères étoilées qui ont aujourd'hui un nom bien défini, qu'on appelle des galaxies. Donc on voit aussi que c'est la même chose. C'est une énumération et c'est aussi une gradation croissante. Donc on a deux gradations croissantes, deux parallélismes. D'accord? Cette dualité, d'accord, rappelle des ailes. On passe maintenant à une autre figure de style. Comme un bon nageur. D'accord? Comme un bon nageur, c'est une comparaison. D'accord? Bien. On passe. Je rappelle, gradation à partir de l'élévation. D'accord? Et l'élévation, elle va en s'accélérant. D'accord? Ce sont ici des battements d'ailes. Si on imagine un oiseau, à côté de la terre, il bat des ailes. Lorsqu'il s'élève plus, il va battre plus fort, d'accord, pour s'élever encore plus fort. Lorsqu'il arrivera à une certaine, oui, c'est le deuxième vers, lorsqu'il arrivera à une certaine hauteur, il s'est élevé assez haut, il est dans les éthers, ça y est, il est porté par les courants d'air, il n'a plus besoin de battre des ailes, il fait un vol plané. Donc les pauses ici, ce sont les battements d'ailes, très réguliers. Lorsqu'on va arriver à la versification, on va trouver trois syllabes, 2 syllabes,
ici, des bois, ça peut être aussi considéré comme 2 syllabes. Parce que ça dépend de la diérèse ou bien de la synérèse. Bon, maintenant, là, il n'a plus besoin de battre, il fait un vol plané, donc le rythme de la phrase n'est plus aussi accéléré, on n'a plus des phrases hachées menues, mais on a une longue phrase, d'accord, qui occupe tout le vers. Je crois que je vais passer maintenant à... D'accord, oui, donc j'ai oublié de fermer mon outil avec lequel je travaille. Donc c'est un rappel de ça, le verbe 1 et le verbe 3. Le verbe 1 et 2, on a énumération, voire gradation. D'accord, ce voir s'écrit bien sûr avec un E, c'est pas le verbe voir. On a une comparaison. Bien, maintenant, on va analyser la versification. Donc, voyez s'il vous plaît, ayant analysé la morphosyntaxe, le champ lexical et les figures de style, je crois que maintenant on a une très bonne compréhension de notre texte. Vous ne comprendriez jamais le texte de la même façon si vous vous contentez de le lire et de ne pas utiliser ces instruments-là, d'accord? Donc lorsque vous utilisez ces instruments, vous voyez, vous rentrez vraiment en profondeur dans le texte. Vous sortez des choses que même l'auteur n'a pas eu en tête lorsqu'il écrivait son poème. Ne croyez pas que le poète, lorsqu'il écrivait, il pensait à toutes ces choses. Non, d'accord? Nous, on est en train de faire une deuxième lecture sur la production du texte. Donc, une deuxième production. Nous produisons du sens à partir d'un sens qui a été donné par le poète. C'est ça la critique. C'est produire un deuxième sens à partir du premier sens. C'est pas seulement chercher le sens qui a été, d'accord, voulu par l'auteur. Bon, maintenant, toujours dans l'allégorie de l'oiseau, remarquez, on a des rimes embrassées. Donc, les rimes latérales, la première et la quatrième. D'accord, premier vers, quatrième vers, rime. Les vers latéraux riment. Et les vers, bien les rimes médianes, riment. Donc, alors, ça peut rappeler les ailes de l'oiseau. Lorsque les ailes s'étendent latéralement, d'accord, et elles se ramassent à l'intérieur. D'accord? Alors, l'oiseau, lorsqu'il vole, il déploie ses ailes latéralement, il les ramasse à l'intérieur, il les redéploie latéralement, il les ramasse à l'intérieur. D'accord? Donc, c'est vraiment très très bien fait. D'accord? Ce poème, c'est vraiment très très bien fait. L'oiseau, on a un rappel de l'oiseau avec la structure des deux strophes. Une seule phrase avec le noyau de la phrase au milieu. D'accord? Donc, avant le noyau de la phrase, c'est le lieu. Et après, c'est la manière. Et les deux parties sont à peu près égales. Cette égalité, cette dualité est aussi rappelée par les parallélismes. On en a deux. On a le parallélisme, c'est une structure qui est répétée, ça rappelle des ailes, et c'est répété, d'accord, les parallélismes, c'est répété 2 fois. D'accord, bien. On a, lorsque l'oiseau commence à s'élever, il a besoin de battre des ailes et on a la partie qui est relative à l'espace terrestre, c'est une partie dans laquelle les éléments que l'oiseau, bien que le volatile voit, sont séparés par beaucoup de pauses, ce qui montre la répétition d'un rythme. Et lorsque l'oiseau atteint l'espace céleste, qui n'a plus besoin de battre des ailes, qu'il se contente de faire un vol plané, on n'a plus de pause. D'accord? On a un rythme très lent. D'accord? La répétition de par-delà dans toutes les parties. Et la dernière partie, c'est le dernier vers qui vient après le deuxième parallélisme, est un vers qui n'a pas de pause, qui n'a ni virgule, ni point-virgule, ni rien du tout. D'accord? Et maintenant, là, les rimes embrassées viennent rappeler cela.
elles viennent rappeler, d'accord, l'élévation. On peut même, elles viennent rappeler le mouvement, les battements d'ailes. On peut même aller plus profond. Regarde dans la première strophe qui concerne l'élévation, le lieu. Si vous prenez les deux premières rimes, ce sont des rimes qui vont en croissant, du plus petit au plus grand. Les mers, les océans, c'est plus grand que les vallées. D'accord? Et ici, c'est la même chose, c'est ce qui est plus élevé. Les sphères étoilées, c'est plus grand que les terres, et les sphères étoilées, c'est plus haut que les éthers. D'accord? Donc, nous voyons ici, quelle que soit la direction qu'on prend dans l'analyse du rapport de la forme avec le sens, donc on aboutit à des choses intéressantes. Et le commentaire composé, c'est ça. C'est, si vous avancez quelque chose concernant la forme, bien, que ce soit en relation avec le sens. Et si vous parlez d'un sens, il faut que ça soit justifié par une forme. Donc, que vous commenciez par la forme, vous devez aboutir au sens, ou bien que vous commenciez avec le sens, vous devez aboutir à la forme. Mais cette relation entre le quoi qui est le sens et le comment qui est la forme, comme on s'est dit, d'accord, cette relation doit être constamment respectée dans votre analyse. Et à la fin, je vais vous écrire ce commentaire composé, d'accord? Je vais vous écrire le commentaire concernant élévation, et on va voir que dans notre écriture, ce qu'on vient d'expliquer, on essaie de le rendre de la façon la plus fidèle possible. Si je parle des rimes embrassées, mais c'est pour les relier au battement d'ailes. Ça ne sert à rien de dire que les rimes de ce poème sont embrassées si on ne les relie pas à un sens, à une fonctionnalité sémantique. Bien. Maintenant, on a parlé des rythmes. Le maître est le rythme. Je crois qu'on en a déjà parlé, d'accord. Donc j'ai parlé je vais parler de l'alexandrin. Ce sont des alexandrins, d'accord. Mais ce ne sont pas des alexandrins classiques, parce que si le premier, par exemple, il y a une coupure à la 6e syllabe et on a deux hémistiches de 6, le deuxième vers n'est vraiment pas conventionnel. D'accord? Le deuxième vers, c'est 3 syllabes, 2 ou bien 3 syllabes, 3 syllabes, 3 syllabes. On va prendre ici 3 syllabes avec une diérèse pour avoir 11 syllabes. Donc, vous voyez ici, c'est 3 coupures, d'accord? Des parties de 3 syllabes. Bon. Maintenant, je crois qu'on a expliqué pour les rimes, pour le maître et les rythmes, on a expliqué que ces coupures nous permettent de déduire que ça rappelle les battements d'ailes qui sont ici, un peu longs, qui s'accélèrent ici, mais qui s'arrêtent ici pour un vol plané. D'accord? Donc, même si l'allégorie de l'oiseau n'est pas citée, même si la comparaison avec un oiseau n'est pas citée, encore, mais la personnification de cet esprit avec tu te meus, il devient, d'accord, il fait des mouvements comme une personne, la personnification de cet esprit, la comparaison de cet esprit avec un être qui se meut, avec un poisson qui se meut, d'accord, maintenant, cette personnification, elle est très très bien, d'accord, décrite par la forme de la strophe du 4F. Bon, nous passons des déductions, je vais passer rapidement parce que tout ça, on vient de le dire. Donc, ici, les rimes embrassées, la déduction, les rimes latérales rappellent des ailes qui se déploient latéralement. Les rimes du milieu, les rimes médianes, rappellent des ailes qui se ramassent à l'intérieur. Les deux strophes sont une seule phrase dont le corps, le noyau, qui est le verbe, est exactement au milieu. Et d'ailleurs,
il y a ici un enjambement, j'ai oublié de vous dire ça. Donc, mon esprit tu te meus, c'est un enjambement c'est la fin de la phrase qui s'enjambe dans la deuxième strophe, qui devient une articulation qui relie les deux strophes. Les deux strophes ne sont plus séparées. C'est pour ça qu'elles constituent une seule et même phrase. Donc, maintenant, exactement au milieu, précédé du ou et suivi du comment. Donc la première strophe c'est le ou, la deuxième strophe c'est le comment. On peut l'assimiler, on peut la comparer aussi à un corps d'oiseau, d'accord? Donc le sujet et le verbe de la phrase, la première proposition, le sujet et le verbe rappellent le corps de l'oiseau, et le ou qui est avant c'est une L et le comment qui est après c'est une deuxième L. Chaque parallélisme de la première strophe, vers 1 et vers 3, annonce je m'excuse, ce G c'est un degré d'élévation. D'accord? Donc, alors, le premier parallélisme annonce le degré dans l'espace terrestre, l'élévation dans l'espace terrestre, et le deuxième c'est l'élévation dans l'espace extraterrestre. Donc espace terrestre, puis intergalactique, intersidéral. Bon, maintenant, à partir de maintenant, je vais surtout parler du monde inférieur et du monde supérieur. La gradation des reliefs de la Terre montre que c'est l'élévation progressive qui les dévoile. À mesure qu'on s'élève, on va voir des étangs qui sont de petites étendues d'eau, à des vallées qui sont des étendues de sol plus importantes, à des montagnes qu'on ne peut voir que si on s'élève très haut, aux bois et aux nuages, ensuite aux mers qui sont la plus grande étendue. Donc, je parle ici de gradation, même si je trouve dans les analyses que c'est surtout une énumération, mais je crois que si on prend ce sens-là, ça devient une gradation croissante. Je m'excuse. Je m'excuse, j'ai besoin de me boire quelque chose. Excusez-moi un petit instant. Bon, l'élision de au-dessus dans le deuxième vers est une accélération de rythme. D'accord? Et on a expliqué ça c'est compatible avec le mouvement de l'oiseau qui s'élève. Le parallélisme est suivi d'un vers, je m'excuse, ce E là, c'est ce qui m'a posé problème. D'accord? Donc, je rappelle mon problème de malvoyance, un handicap qui m'empêche de voir très rapidement les fautes d'orthographe comme ça, parce que je ne peux voir qu'un seul mot à la fois. Je ne peux pas avoir une vue d'ensemble sur une phrase. Je suis obligé de me concentrer sur chaque mot tout seul, et je ne peux pas vous décrire comme c'est difficile de corriger des phrases lorsqu'on regarde mot par mot. Donc, maintenant, premier parallélisme est suivi d'un vers à 4 pauses et 4 parties. D'accord? Presque égal. Égal avec un S. D'accord? C'est la phase de l'élévation en battant des ailes. L'oiseau bat des ailes. Ces coupures peuvent simuler cela. Et deuxième parallélisme, quatrième vers, c'est pas de pause. D'accord? Mais là, l'oiseau n'a plus besoin de battre des ailes, il plane lorsqu'il s'est élevé assez haut. Bon, exactement, lorsque l'oiseau s'élève au-dessus des montagnes, il est dans des courants d'air ascendants, et là, il n'a plus besoin de battre des ailes. Oui, je ferme mon outil, je clique avant de passer. Les deux strophes sont une seule phrase, donc j'ai besoin de
ça, d'accord. Alors maintenant, c'est un rappel global, s'il vous plaît. Donc, les deux vers, c'est, d'accord, donc c'est l'ordre qui n'est pas bien fait, c'est pour ça que j'ai rappelé. D'accord. Alors remarquez, l'encadré en rouge, c'est l'espace terrestre, c'est le monde inférieur. L'encadré en noir, c'est l'espace terrestre. Ici, c'est comme un oiseau dans l'eau. D'accord. Donc, si je veux maintenant déduire des parties, je peux avoir plusieurs possibilités, d'accord. Mais j'ai, première partie, l'envol. L'oiseau prend son envol. Bien. Alors, je peux avoir une première sous-partie, des confins de la Terre, O avec un X s'il vous plaît, ce O, excusez-moi, c'est avec un X, des confins de la Terre aux confins de l'univers ou bien de l'espace externe. Bien. Maintenant, une deuxième partie, c'est sensation de bien-être. D'accord. Comment ils se sont mouvant dans l'espace extraterrestre. D'accord. Donc, je peux avoir aussi comment l'esprit, l'envol de l'esprit tel un oiseau. D'accord. Donc, je n'ai pas pensé à une façon de dire ça, mais je peux avoir en sous-première partie, par exemple, je peux insister sur cette concordance entre le rythme du quatrain et l'envol d'oiseau. Je peux avoir un rythme de strophe réglé à l'envol des oiseaux, d'accord. Mais je crois que ces deux sous-parties-là sont très satisfaisantes et ils nous permettent de dire tout cela. Je crois que maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Et excusez s'il vous plaît les petites bévues que j'ai fait dans l'élaboration de cette présentation. D'accord. Mais je voulais vous faire cette leçon et ceux qui me suivent, ils vont voir que je fais énormément de leçons pour le niveau du lycée au Maroc et ces leçons-là, contrairement à votre série à vous qui est un niveau avancé, ces séries-là sont destinées à des élèves qui peuvent avoir aussi des difficultés en français. Alors chaque vidéo est expliquée deux fois, il est expliqué en arabe et en français, ça me fait énormément de travail. D'accord. Donc, j'ai pas le temps de me consacrer à une présentation et de la parfaire vraiment, d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez la leçon sans chercher la perfection. Si je voulais chercher la perfection, je ne pourrais pas faire autant de leçons, d'accord. Et pour moi, j'avais un choix, faire des leçons très très bien faites, ou bien essayer de répondre aux besoins des élèves en faisant la plupart des leçons du programme du baccalauréat, surtout du baccalauréat marocain, d'accord. La première année du bac et la deuxième année du bac, je suis passé au tronc commun, d'accord, et ensuite la troisième année du lycée, ce qui fait que si je veux faire toutes ces leçons, je dois un peu être conciliant côté perfection dans l'élaboration des leçons, d'accord. Mais je peux vous assurer une seule chose, c'est que je ne vous donne pas de fausses informations, que ce que je vous explique, c'est quelque chose qui est solide, pas quelque chose qui est plein d'erreurs, de bévues ou bien. D'accord. Alors, au revoir et à la prochaine.